Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale. Après avoir voyagé toute la semaine au Portugal, on donne la parole aujourd'hui aux communautés étrangères. Vous le savez, on a mis la lumière sur la communauté portugaise et aujourd'hui, on a voulu savoir qui fait également la richesse de ce district, de notre district. Avec nous aujourd'hui, plusieurs invités, Alexandre. Oui, effectivement, Andrea, plusieurs invités du coup donc de communautés étrangères. Mais alors, on garde quand même un pied à moitié au Portugal avec vous, Charlotte Frossard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là, vous êtes journaliste, je présente juste, vous venez nous parler de ce livre que vous avez écrit sur le pont, justement, qui parle notamment de vos origines portugaises et suisses. Et vous êtes là également, Vanessa Altieri, bonjour. Bonjour. Vous êtes de Nyon et vous représentez l'association des Italiens de la Côte. Alors vous, il y a un peu d'italien, il y a un peu de portugais aussi. Exactement. Bon, voilà. On continue aussi avec le Portugal avec vous. Kosov Avdiou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'association culturelle albanaise de Nyon et environ. Vous êtes originaire du Kosovo. Merci d'être là. Et puis enfin, Marlucie Macedonovaïs. Voilà, je lis mes notes quand même pour ne pas écorcher votre nom. Bonjour. Bonjour. Alors vous représentez bien le Brésil. Voilà. Entre le Brésil et la Suisse. Et notamment, vous nous avez amené de la nourriture, des spécialités brésiliennes, puisque vous travaillez pour le Petit Salgados. Voilà. Vous préparez justement des mets brésiliens. Qu'est-ce que vous nous avez apporté là sur la table? C'est la coxinha, c'est la plus fameuse, qui c'est farcie au poulet. Après, il y a aussi le charutinho de pizza, la boulette au fromage et l'autre que j'aime beaucoup, c'est les churros farcis de confiture de lait. En dessert. Et après aussi, comme en dessert aussi, le brigadeiro de chocolat. Voilà, on va laisser se diffuser les bonnes odeurs justement et on dégustera, j'ai hâte, en tout cas on dégustera en fin d'émission. C'est magnifique Alexandre, on t'a vu baver toute la semaine et là on te fait encore frétiller comme ça sous tes yeux. Mais oui, et surtout qu'il y a aussi un panettone. Ça c'est vous justement du côté de l'Italie, Vanessa, vous nous avez apporté le panettone. Alors plus précisément le pandoro. Ah. Parce que justement, quand il y a la poudre, le sucre blanc, c'est du pandoro. Voilà, c'est l'incontournable des fêtes de Noël. Exactement. Pour l'Italie. Effectivement, je me disais, la nourriture, c'est vrai, Charlotte, peut-être avec vous, la nourriture, c'est peut-être le premier vecteur, en fait, d'une culture d'un pays. En tout cas, pour moi, ça l'a été. J'en parle beaucoup dans mon livre, justement, de la nourriture en fait, qui est préparée par ma grand-mère et ma mère ensuite, mais vraiment ma grand-mère, donc portugaise. Et puis, j'ai l'impression que c'est peut-être le point le plus, en même temps, émotionnel, affectif. Il y a un côté rassurant aussi. Puis, c'est ce qui nous relie beaucoup au pays d'origine. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui rappelle ces souvenirs d'enfance dont vous parlez dans votre livre Sur le pont, qui raconte le parcours de Louise, petite fille d'immigrés portugais qui quitte le milieu de l'audiovisuel roman pour explorer son passé. Alors, c'est une fiction qui est largement inspirée de votre histoire. Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchiez, Charlotte? C'est une bonne question. J'ai eu envie, à un moment donné, d'explorer l'histoire de ma famille. Mes grands-parents, ils prenaient de l'âge, j'avais un peu peur du temps qui passait et j'avais envie de leur demander, en fait, comment ils étaient partis du Portugal pendant la dictature, comment s'était passé l'exil, comment ils avaient fait ensuite pour s'intégrer en Suisse. Et puis aussi, je me demandais quelles sont les traces de l'exil dans les deuxième générations et les troisième générations d'immigrés à laquelle j'appartiens. Donc, j'avais envie d'explorer ça dans ce livre. Ouais. Alors, forcément, vous parlez de vos grands-parents, mais comment vous définissez cette génération-là, celle de vos grands-parents, déjà, tout d'abord, avant de parler de la vôtre? C'est la première génération donc, qui a dû partir contre son gré. Donc, en l'occurrence, pour mes grands-parents, c'était une immigration qui était politique. Ils étaient contre la dictature de Salazar, contre les guerres coloniales menées par le Portugal. Ils ont été forcés de partir du jour au lendemain, comme c'est souvent le cas, même si c'est pour des raisons économiques, on part parce qu'on n'a pas le choix. Donc c'est une génération qui est qui est teintée, je pense, de beaucoup de nostalgie, de beaucoup de difficultés aussi, et puis qui a dû se réinventer, donc qui a dû faire preuve de beaucoup de résilience. Et c'est cette première génération qui m'a aussi beaucoup intéressée dans le livre. Ouais. Kosov Avdiou, j'imagine que ce que vient de dire Charlotte, ça doit résonner aussi en vous. Vous, comment tout commence avec la Suisse? C'est dans les années 90, il me semble. Vous avez quitté les Balkans suite à la guerre, c'est ça? Alors, tout à fait. Donc, les premiers immigrés ont commencé à quitter les Balkans, on va dire, au début des années 80. Des immigrés qui étaient au départ des immigrés économiques, pour des raisons économiques. Et puis, avec l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, a commencé l'immigration politique et sécuritaire, en fait.
Vous aviez 10 ans à l'époque, hein, ça fait plus de 30 ans justement que vous êtes ici maintenant dans notre région et à Nyon. Mais si on remonte le temps, comment vivait justement l'enfant de 10 ans que vous étiez à l'arrivée en Suisse? Quels a priori vous aviez sur le pays où vous arriviez? Alors, les citoyens, on va dire, du Kosovo, généralement, quand ils arrivent en Suisse ou quand ils arrivent plutôt dans une région qui est développée économiquement, c'est quand même le déracinement total parce qu'on est perdu, quoi. Donc, pour moi, qui étais enfant, c'était encore pas trop compliqué. Pour les parents, beaucoup plus, évidemment. Donc, il a fallu évidemment s'intégrer, etc., aller vers les autres et voir comment vivre d'autres communautés également dans la région. Ouais, Marlucy, c'est peut-être des mots qui résonnent chez vous, mais un petit peu à l'inverse, puisque je sais qu'en arrivant en Suisse, vous avez voyagé plusieurs fois en Suisse, vous avez visité 3 fois la Suisse avant de vous installer ici, peut-être définitivement, on ne le sait pas, hein, parce qu'il y a toujours cette question du retour, on en parlera en fin d'émission, mais vous disiez que la Suisse, c'était le pays magnifique, l'Eldorado. Oui, c'est ça. Quand je viens pour faire les voyages d'été avec les enfants, avec la famille, pour 3 fois qu'on a visité la Suisse, on a vraiment adoré ça. Qu'est-ce qui vous plaisait quand vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui vous a plu? C'est l'éducation, c'est la culture, c'est tout parce que c'est tous propre. Donc, c'est ça qu'on a vu, on a dit, waouh, les choses, ça fonctionne ici. Donc, voilà, c'est ici notre futur. Ouais, les choses fonctionnent, mais à l'inverse, vous aviez un petit peu de réticence et de peur, puisqu'il fallait notamment faire les démarches pour avoir les papiers. Là, vous avez ressenti que ça allait être notamment un combat. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? Vous vous dites, je vais y arriver, ou ça va être justement le parcours du combattant? Oui, parce que moi, j'ai fait 5 immigrations différentes dans 5 pays différents. Donc, la Suisse, ça a été vraiment la plus jolie. Les pays que j'ai dit non, je reste là, mais par contre, ça la peur de toute la documentation pour vraiment égal dans le pays. Ça a été un peu difficile. Mais par contre, avec le courage, avec la volonté, donc ça a été difficile, mais on a réussi, on est arrivé. Alors, on va parler justement d'intégration, bien sûr, avec vous toutes et tous. Vous êtes arrivés en 2015 hein, en Suisse, c'est ça, donc c'est plus récent que Kosovo, par exemple. Par contre, vous, alors Vanessa, vous y êtes née en Suisse avec ses origines italiennes. Qu'est-ce que ça change? Et portugaise. Et portugaise, oui, bien sûr, on le précise tout à fait, Andrea. Mais c'est vrai, comment est-ce que vous l'avez vécu, j'imagine, de manière totalement différente avec les autres témoignages que vous venez d'entendre. Comment on vit quand on est ici, mais qu'on a ces origines-là aussi? Alors effectivement, donc moi je suis née ici, donc j'ai toujours été entourée de, que ce soit des Suisses, que ce soit des Italiens, des Portugais. Après, j'ai fait l'école obligatoire donc en Suisse. Du coup, je me suis vraiment sentie comme une personne du pays. Ouais. J'ai pas vu de différence entre moi et puis les autres personnes. Cette culture italienne et portugaise, justement, elle restait très prononcée dans votre famille, dans votre cercle d'amis. Il y avait cette volonté de garder aussi cette culture. Tout à fait. Alors après, j'ai beaucoup de chance parce que mes 2 parents, du coup, m'ont toujours parlé donc leur langue. Donc mon papa m'a toujours parlé italien, puis ma maman le portugais. Donc j'ai pu donc garder mes 2 langues maternelles. Donc je suis très contente. Et puis effectivement, on reste toujours une communauté. Donc, en plus, maintenant, je fais partie de l'Association des Italiens de la Côte, dont je suis présidente. Et pour nous, c'est toujours important quand même de se regrouper puis de partager notre culture. Mais aussi de la partager aux autres. Ouais. Donc, alors, on va en parler d'ici quelques instants de ce partage, mais Charlotte Frossard, finalement, on le voit à travers tous ces exemples, c'est vrai que ces histoires de génération et d'exil, c'est finalement des histoires universelles, c'est ce que vous recherchez notamment à mettre en avant au travers le livre, même si c'est votre parcours et le parcours d'une Portugaise. Mais qu'est-ce que, finalement, et comment cet exil, il laisse une trace sur les générations suivantes ? Alors moi, je l'ai vu beaucoup avec ma mère, qui était la 2e génération déjà.
Et j'ai senti chez elle, et c'est ce que j'ai essayé de mettre dans le livre aussi, le déchirement vraiment entre les deux cultures, entre les deux pays. Et je l'ai écrit aussi dans le livre. Elle répète tout le temps qu'elle est ni d'un côté ni de l'autre, que là-bas elle n'est pas portugaise, qu'ici elle n'est pas suisse. Et elle dit je suis sur le pont tout le temps, je suis toujours entre deux rives. Et c'est ça que j'ai ressenti très fort du coup dans la deuxième génération, donc de ma mère. Mais je l'ai senti aussi chez moi après. Parce qu'elle ne m'a pas parlé portugais. Donc, il y a quelque chose qu'elle n'a pas voulu transmettre parce qu'elle avait peur qu'on soit stigmatisé, comme elle avait été en tant que portugaise à la Chaux-de-Fonds. Elle a grandi, donc bien accueillie, mais quand même, elle s'est sentie différente. Et du coup, voilà, j'ai voulu explorer ça. Et chez la troisième génération, il y a encore, parce que j'ai des traces du Portugal en moi, avec un amour du pays, mais en même temps, je ne suis pas portugaise par rapport à certaines personnes portugaises ici. Là-bas, je ne parle pas la langue. Donc, c'est cette complexité-là que j'ai voulu explorer un peu, ouais. Kossov, je vous voyais hocher la tête, c'est disait fou, Charlotte. J'ai carrément eu un petit frisson, Alexandre, parce qu'on entend Charlotte parler, on le ressent tous, et tout le monde sur le plateau faisait oui de la tête. C'est-à-dire qu'ici à Nyon, ça fait 30 ans que vous êtes là. Est-ce que vous êtes encore vu comme justement un Kosovar? Et puis quand vous rentrez au Kosovo, est-ce que vous êtes vu comme un Suisse? C'est-à-dire que on se sent au milieu des deux, un peu comme l'expliquait Madame. C'est-à-dire que quand on va au pays, on est un étranger, et quand on est là, on est un étranger aussi. Donc, on est un petit peu partagé entre les deux. C'est vrai qu'on essaye quand même, malgré tout, de garder un lien assez fort avec le pays d'origine. On est entouré forcément par des personnes qui nous sont chères. Justement, votre association, oui, tout à fait. Vous êtes membre de cette association justement culturelle des Albanais de Nyon et environ. C'est une manière justement à la fois de vous intégrer localement à Nyon et de faire vivre aussi votre culture et vos traditions. Tout à fait. Donc notre association également a pour but effectivement de montrer aux autres, d'une part, notre culture, de montrer nos valeurs, etc., mais aussi que les citoyens originaires du Kosovo puissent s'y retrouver, puissent avoir un contact aussi. Nous avons souvent servi un petit peu de lien avec les autorités, par exemple communales, l'association, pour différentes choses, etc. Kossov, qu'est-ce qu'il faut déconstruire comme mythe et comme cliché peut-être encore aujourd'hui? Je pense que pour beaucoup de communautés, par rapport à la profession, par exemple, il y avait quand même un certain cliché sur lorsqu'on croisait une personne d'origine, par exemple, portugaise, kosovare, etc., on se disait, tiens, il fait forcément ce métier-là, ou etc. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument abandonner. D'ailleurs, nous sommes aussi la deuxième, voire troisième génération, donc c'est plus du tout la même chose. Et ce genre de clichés, on va dire, je pense qu'il faudrait quand même les supprimer. Oui, Vanessa Altieri, vous en êtes la preuve. Aujourd'hui, vous travaillez, je crois, dans une banque. Vous me corrigez si je dis faux. Mais est-ce que vos parents avaient imaginé ça? Est-ce qu'on peut le dire? Alors bon, je pense que les parents veulent toujours le meilleur pour leurs enfants. Donc ils m'ont poussée d'abord à faire des études. Donc je les ai écoutées à moitié. Donc j'ai commencé par l'apprentissage et puis ensuite j'ai pu continuer mes études pour arriver aujourd'hui où j'en suis. Mais c'est vrai que eux, ils sont venus ici pour avoir un travail et puis une meilleure vie. Donc ils l'espéraient pour moi également. Et puis ils ont toujours espéré le meilleur pour moi. Est-ce que cette meilleure vie, ils l'ont vraiment eue? Parce qu'on sait qu'à l'arrivée des Italiens, ça a été parfois très compliqué. On ne servait pas même les Italiens dans certains endroits, dans les années 70-60. Qu'est-ce qu'ils vous racontaient de cette époque-là? Alors, c'est vrai que ça a été difficile au début. Donc, ils sont arrivés... ma mère est arrivée en famille avec une de ses cousines. Donc, il fallait faire sa place. Il fallait trouver du travail. Donc, après, elle a rencontré une personne qui lui a permis de rentrer activement dans la vie professionnelle. Et puis de l'autre côté, mon papa également est arrivé quand même avec d'autres
de la famille et des amis d'Italie. Donc, ils sont quand même arrivés en groupe. Ça a aidé. Mais voilà, ça reste quand même compliqué. Leur génération était plus difficile que la nôtre, mais ils ont réussi quand même à s'intégrer. Marlucie, puisqu'on parle d'intégration, alors vous êtes arrivée récemment en Suisse, enfin plus récemment que les autres sur ce plateau, c'est ça qu'il faut dire. Vous avez surtout énormément voyagé en Europe. Vous avez parcouru, je crois, l'Espagne, le Portugal, la France. Qu'est-ce qui a changé ici en Suisse en termes d'intégration? Est-ce que c'était plus facile pour vous de vous intégrer à une vie locale? Est-ce que ce qu'on dit sur la Suisse, terre d'accueil, vous avez trouvé ça vrai? La Suisse, pour moi, les plus faciles, c'est l'intégration parce que c'est multiculture. Donc, pour ça, ça n'était pas difficile. Mais par contre, la langue, jusqu'à aujourd'hui, c'est un défi. Je ne sais pas comment on dit, mais c'est un défi au quotidien. Oui. Ouais. Oui. Bon, mais vous parlez très bien. En plus, vous êtes sur ce plateau. Justement, vous avez accepté de venir sur un plateau de télévision pour parler de vous. Oui, mais il faut passer le test. Donc, mais pour moi, c'est vraiment la langue. Ouais. Après, le reste, ça va parce que les gens ils comprennent. Si vous dites, je ne parle pas trop le français, ils font attention, ils écoutent, ils aident. Ouais. Donc, voilà. Quel lien vous avez justement, puisque vous représentez tous et tous des communautés différentes, est-ce qu'il y a un lien entre justement toutes ces communautés d'origine étrangère? Est-ce que vous avez senti ça, peut-être une forme de solidarité, peut-être d'aller à des mêmes événements, de partager des choses, de partager des repas? Est-ce que vous avez senti ça? Oui. Comme, je pense que tous les étrangers, les immigrants, je pense que c'est un peu différent, c'est difficile. Au Brésil, quand je vais au Brésil, c'est différent. Les gens ils se regardent différents parce qu'on ne parle pas comme les Brésiliens. Ça change un peu. Ouais. Même si on fait les efforts, ça sort les mots que c'est différent. Et par contre, comme j'habitais dans 5 pays différents, c'est pas parfait. Le portugais, ça sort les mots un peu différents, mais ça va. Comment on s'adapte? Bien. Non, mais c'est vrai, il faut se plier à une mentalité justement différente. La mentalité suisse est quand même assez différente de la brésilienne. Oui, c'est vraiment différent. Hein. C'est vraiment différent. Mais comment j'aime beaucoup le Brésil, j'aime beaucoup les gens. Vous avez voulu amener un peu de Brésil chez nous, avec justement votre métier en fait, via la nourriture. Oui, c'est mon métier. Pourquoi c'était important pour vous d'amener en fait vos origines brésiliennes ici et de les partager avec les Nyonnais? Vraiment, je n'ai pas pensé que ça a été sérieux, comment ça arrive les choses aujourd'hui. Je pensais que ça a été juste pour faire un peu plus d'argent, pour aider mon mari, parce que j'ai 4 enfants. Et quand j'arrivais, la plus petite, c'était avec 2 ans. Donc, avec la langue et tout ça, j'ai dit non, je vais faire quelque chose pour aider mon mari, mais pour la maison. Ça a été les gens, même les Portugais qui achètent beaucoup, les Brésiliens, après ça arrive les autres nationalités. Donc, j'ai dit non, c'est pas juste les Brésiliens, mais ils aiment, ici en Suisse, c'est bien parce que les gens, ils sont curieux, ils aiment goûter. Ils aiment découvrir. Ouais. Et après, s'ils goûtent, ils aiment. Ça, c'est vraiment bien parce qu'ils restent avec moi. Et à chaque jour, c'est un client différent. Il vient, les autres disent achètent, que c'est bien. Donc, la chose s'est agrandie un peu plus maintenant. Il y a les supermarchés aussi, les petites épiceries qui vendent mon produit. Donc, ça fait le plaisir d'apporter un peu de spécialités brésiliennes. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites, mais est-ce qu'on retrouve du coup aujourd'hui ces produits d'origine, par exemple, ces produits avec lesquels vous travaillez, est-ce qu'on les retrouve ici en Suisse ou est-ce qu'il faut, il n'y a pas encore les produits qui sont de chez vous? Comment vous faites? Et pour moi, je fais beaucoup de publicité. Et les gens, les clients, je dis que les clients, ils vendent pour moi. Parce qu'ils sont dit oui. C'est le bouche à oreille. J'ai déjà donné la carte, ils vont vous appeler. Et après, ils appellent vraiment. Et je vends par un e-commerce. Ouais. Est-ce que les produits du Brésil, vous arrivez à les trouver ici? Ah non, ça c'est difficile. Hein. Ouais. Justement, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous les trouvez ou est-ce qu'il manque encore peut-être
cette palette ici Alors, il y a pas mal de réseaux d'importation des produits de la région des Balkans. Maintenant, des petites épiceries un peu partout qui voient le jour. Donc, à ce niveau-là, je trouve qu'on est quand même bien servi chez nous. Charlotte, ça peut paraître banal, hein. On parle finalement de nourriture et on voit, hein, il y a des choses toutes bêtes du quotidien qui n'existent pas encore. Comment ces communautés-là et finalement ces générations, aujourd'hui, elles peuvent se mettre en avant? Je sais que je vais parler en tant que portugaise, aujourd'hui c'est une place qu'il faut prendre, hein. On nous a souvent mis à un rôle, nous attribuer peut-être des métiers, comme Kossov le disait tout à l'heure, et aujourd'hui on est une génération où il faut peut-être oser se mettre en avant et prendre la place qui ne nous était pas attribuée, mais ça passe par quoi? C'est une bonne question. Je pense que toutes les différentes communautés étrangères qui arrivent en Suisse, elles font face un peu à la même chose. En fait, elles subissent beaucoup de discrimination, chacune à leur tour, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, effectivement toute la communauté aussi kosovare. Je pense que ça passe par plein de choses différentes. Je pense que c'est l'intégration aussi au niveau politique, d'avoir des gens qui s'engagent, au niveau citoyen, au niveau de la culture aussi beaucoup, au niveau de la nourriture. Ça, c'est clair qu'on partage avec plaisir et qu'il y a du plaisir aussi en retour en général. Je pense qu'il y a plein de démarches différentes et qu'elles sont toutes valables, en fait. Il y a des écoles de langue, il y a des universités, il y a l'université albanaise, par exemple, à Genève, il y a les cours de portugais. Je pense que chacun doit trouver un peu sa façon. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une façon en particulier. En tout cas, je pense que c'est important que chacun se sente légitime. Et je pense que des fois, il y a un problème de légitimité, une peur de prendre de la place et de dire, en fait, je suis ici et j'existe et j'ai le droit et j'ai des choses à partager qui sont valables. Et je pense que souvent, les communautés étrangères, elles se font très discrètes parce qu'elles ont peur des discriminations. Et à juste titre, en fait, malheureusement. Et très franchement, autour de la table, pardonnez-moi Charlotte, est-ce que vous avez encore cette peur-là? Kossov, vous-même, vous avez fait partie du conseil communal de Nyon, vous avez pris une place politique aujourd'hui, plus pour différentes raisons, mais est-ce que vous avez encore cette peur-là? Non. Vraiment, maintenant, je dois dire que les choses sont quand même beaucoup plus accessibles qu'il y a certaines années. Peut-être parce que les différentes autorités, que ce soit communales ou cantonales, ont fait en sorte pour qu'on s'y sente bien et qu'on s'intègre. Maintenant, de l'autre côté, une personne qui arrive de l'étranger en Suisse, à mon sens, elle n'a pas non le choix de s'intégrer, mais un devoir. Ouais, mais tout a l'air idyllique comme ça à vous entendre, Kossov. Et pourtant, je le sais, hein, parce que je l'ai vécu. Moi-même, en étant petite, j'avais des professeurs qui me disaient tu es fille d'immigrés, tes parents n'ont pas été à l'université, tu n'iras pas à l'université parce que tu es portugaise. Est-ce que vraiment, il n'y a pas des zones d'ombre à quelque part? Alors, bien sûr que j'ai déjà entendu ça. C'est clair. Maintenant, il faut s'affirmer et le prouver chaque jour par des gestes, prouver qu'on mérite sa place, par les diplômes qu'on a obtenus, etc. Et s'affirmer, à mon sens. Ouais. Est-ce que pour finir, du coup, à cause de ça, on ne deviendrait pas plus suisse que les Suisses? Marlucie. Non, je pense qu'il faut garder les Brésiliens aussi, mais le Suisse, pour moi, c'est vraiment important. Hein. Ouais. Vanessa, vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus suisse qu'un Suisse? Alors, pour moi, je reste italienne et portugaise, mais bien sûr, je suis quand même suisse parce que je suis née ici, toute ma famille est là, mes amis, etc. Donc, moi, je me considère les trois. Ouais, bon, est-ce que vous avez senti quand même, justement, comme peut-être ce qu'on disait avec Kossov, est-ce que même vous qui êtes né ici, vous avez pu sentir justement cette stigmatisation, de dire elle c'est l'italienne ou la portugaise? Non, je trouve pas, justement, parce que j'ai toujours été entourée en fait de personnes qui ont plusieurs nationalités et je trouvais qu'il n'y avait pas de différence. En plus, moi, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir, même si j'ai commencé par un apprentissage, j'ai eu la chance de poursuivre mes études, d'aller à l'université et je trouve que justement, on donne cette possibilité-là à tout le monde. Donc, la nationalité ne compte pas. Donc, c'est vraiment la personne, le vouloir de la personne. On comprend par quoi ça passe, effectivement, l'intégration, mais aussi le fait de cultiver ses origines, ses valeurs, sa culture. Pour vous, avec cette association italienne, justement, ça passe par quoi de vivre à Nyon et de
conserver quand même ce qui fait le terreau local du pays d'origine? Pour nous, c'est important parce que voilà, ça nous permet pendant un instant d'être en Italie, de revoir nos cultures avec d'autres personnes, et puis aussi de les présenter aux autres, comme justement on le disait avant, c'est de présenter notre culture, et puis donc soit culinaire, festive. Enfin, voilà, donc pour nous, c'est important. Et de garder, en fait, c'est important quand même de garder nos cultures et pas qu'on les oublie, en fait. Et vous, Kossov, ça passe par quoi, justement, pour conserver ce qui fait l'ADN de l'Albanie, du Kosovo? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je pense qu'il faut garder, effectivement, à l'esprit qu'on a deux cultures. Personnellement, je ne suis pas de parents de nationalités différentes. Ils sont tous les deux originaires du Kosovo. Mais pour moi, par exemple, la Suisse a été une terre d'accueil, évidemment. Pourquoi je disais avant que c'est un devoir de s'intégrer? C'est parce que, à une époque où, par exemple, les ressortissants kosovars n'avaient quasi pas de citoyenneté, n'étaient pas reconnus, on n'en voulait pas vraiment un peu partout en Europe. Le seul pays, on va dire, qui a ouvert grand les portes et qui a donné la possibilité, c'est la Suisse. Donc, évidemment, les citoyens du Kosovo lui doivent absolument tout. Et c'est pour ça que c'est un devoir pour nous de s'intégrer et de contribuer en fait au bien-être, que ce soit du bien commun, mais également de notre communauté. Vous avez des enfants, Kossov? Oui. Et aujourd'hui, justement, vos enfants, vous leur partagez les deux cultures? Vous tenez à ce qu'ils aient ces deux identités? Effectivement, ils ont aussi ce sentiment qu'ils appartiennent à deux communautés, à deux pays. Et même s'ils sont nés ici, etc., ils sont scolarisés ici, ils ont l'impression vraiment d'être des deux pays, et ils ont un lien très étroit aussi avec le pays d'origine des parents, du coup. Alors j'aimerais terminer avec un dernier tour de table sur la question du futur et terminer par une jolie phrase d'un célèbre et mythique fado du Portugal qui dit « Das mãos de Deus tudo aceito, mas que morra em Portugal ». Des mains de Dieu j'accepte tout, mais j'espère mourir au Portugal. La question du retour, Charlotte Frossard, où est-ce que vous imaginez terminer votre vie, même si on n'a pas envie de penser à ça forcément, mais cette question du retour, elle est toujours là, au Portugal, en Suisse, où ça? Alors, c'est drôle parce que moi, je n'ai jamais vécu très longtemps au Portugal. J'ai été plusieurs mois de suite, mais pas très longtemps. Et avec plusieurs de mes amis de la communauté portugaise, on se dit toujours on va s'acheter une petite maison à la retraite, au bord de la mer. Et même en attendant, c'est drôle parce qu'on se dit tous les 2-3 mois, on se dit j'ai le manque de l'océan, il faut que j'aille. Et en fait, j'aimerais bien, je me vois bien au bord de la mer au Portugal. Ouais, finir ma vie, ouais. Et avant aussi, j'espère. Oui. Vanessa, pour vous, je sais que la question elle est en train de se poser notamment pour vos parents qui vont partir. Oui, c'est juste. Donc effectivement, mes parents ils vont retourner. Donc mon papa en Italie et puis ma maman au Portugal. Pour l'instant, ils sont encore là, mais c'est pour bientôt. Donc moi, je les comprends. Hein. Ils retournent chez eux. Ici, ils ont adoré les années qu'ils ont vécues en Suisse, mais voilà, il leur manque quand même leur communauté là-bas, la famille aussi beaucoup. Oui. Donc effectivement, ils vont repartir. Et pour vous? Alors pour moi, c'est quand même différent, vu que vraiment je me sens suisse et puis que je suis née ici, je me vois pas aller vivre ailleurs. En tout cas, pas pour l'instant, mais beaucoup voyager quand même. Et vous, Marlucie, qui avez beaucoup voyagé, vous voyez faire encore un autre pays d'Europe après? Vous voyez rester en Suisse ou vous voyez retourner au Brésil? Vraiment pas au Brésil, mais oui, en Espagne. Ah, ouais. C'est là où vous avez vécu le plus longtemps de votre vie, je crois, l'Espagne? Oui, 10 ans. Ouais. Mais comme mes enfants ils sont nés en Espagne, j'adore beaucoup en Espagne. Même si ce n'est pas ici, c'est en Espagne. Et pourquoi pas le Brésil? Je ne sais pas, je pense que pour les choses de sécurité et tout ça, moi, j'ai la vie ici, c'est tranquille. Donc la folie du Brésil, c'est bien pour les jeunes, mais pas pour moi maintenant. Même après, je pense qu'en Espagne, c'est bien. Vous aimez le confort européen? Oui. C'est ça que vous dites? Mais par contre, au Brésil, c'est toujours dedans moi. Et moi, je vais faire le voyage et tout ça. Mais pour les fins de la vie, je pense que c'est en Espagne. Ouais. Et vous, Kossov? Alors, le rêve de tout immigré, on va dire, c'est un jour de revenir
à la source. Mais, et ça a été aussi celui forcément de mes parents. Je vois aujourd'hui, bon, j'ai plus mon papa, mais ma maman, elle est toujours ici, donc elle est à la retraite, elle pourrait très bien repartir et vivre au pays, elle n'a pas envie. Les oncles, etc., la famille qui ont vécu en Suisse depuis 30-40 ans, eux aussi pourraient très bien partir et vivre au pays. Pourtant, ils ont une maison, etc., ils ont tout le confort qu'ils veulent. Toutefois, ils veulent rester là. Donc pour moi, encore plus, ce sera encore plus flagrant, ce sera vraiment une question très difficile à la retraite. C'est difficile à dire, mais je pense quand même que je vais rester là. Forcément, il y a ce tiraillement, pardon Alexandre, mais du coup, pour revenir à ces fêtes de fin d'année, alors vous ne fêtez pas Noël, mais pourtant, vous allez profiter de ces vacances pour retourner au pays. Il y a quand même un aspect de célébration, de retrouvailles autrement, en fait, sans que ce soit religieux. C'est clair que si on peut trouver une occasion de faire la fête, on ne dit pas non, mais... Alors, c'est évidemment les fêtes de fin d'année, bien sûr, de retrouver la famille, etc. Mais aussi, parce que c'est aussi les vacances scolaires, forcément, donc il y a des périodes pendant lesquelles on peut prendre congé et d'autres pas. Mais effectivement, c'est l'occasion de retrouver vraiment la famille qu'on n'a pas vue. Moi, j'ai de la famille qui vivent en Allemagne, aux États-Unis, etc. Donc c'est vraiment une occasion en or pour voir tout le monde, quoi. Bon, ça y est, ça me permet de passer à table, Alexandre. Tu l'auras compris, ça sent tellement bon. Marlucci, avant que justement on goûte, comment on fête Noël chez vous en famille pour ce Noël? Comment vous allez le célébrer? Oui, c'est en famille, avec la fête, toute la décoration. Et la nourriture, c'est ça. C'est ça qu'on fait, la coxinha, tous les pirous, je ne sais pas comment on dit, là c'est les dindes. Oui, la dinde. La dinde, ouais. Les poulets et tout ça, on fait la table tout jolie, ouais. Et on mange. Ouais. Vanessa, avec des traditions, alors je ne sais pas, par exemple au Portugal, à Nouvel An, sur les coups de minuit, on mange un raisin à chaque coup, et pendant qu'on mange le raisin, on fait un vœu. Alors oui, c'est très compliqué, il faut manger le raisin, faire un vœu, l'avaler. Charlotte, je ne sais pas si ça vous parle. Si, mais je n'ai pas toujours ma liste de vœux qui est très définie, donc des fois il faut un petit peu improviser, ça laisse quelques surprises. Mais Vanessa, vous, vos traditions à Noël et pour les fêtes de fin d'année, c'est lesquelles par exemple? Alors moi, ça sera les deux du coup, donc il y aura aussi la partie raisin. C'est vrai qu'en Italie, en fait, on mange des lentilles. Ouais. Donc voilà, ça porte bonheur, donc on mange des lentilles et du raisin également. Et puis, il y a la version coquine qu'on me souffle peut-être à l'oreillette, hein, on dit. Et ça, c'est les sous-vêtements. Moi, on l'a aussi. Hein. Oui. Le lendemain du Nouvel An, on peut choisir une couleur en fonction de ce qu'on désire durant l'année. C'est ça? Alors, moi, j'ai toujours su que je devais porter du rouge. Du rouge? Voilà. Ouais. Il y a la version bleue aussi, on ne dirait pas. Alexandre, non, mais du bleu? J'apprends des choses. je suis désolée, j'apprends totalement des choses. Ouais, toi, tu célèbres comment Noël? Je vais en profiter. Oh, moi, je célèbre avec les traditionnels plats. C'est très classique. C'est la dinde, la bûche de Noël. C'est la dinde? Ouais, le foie gras, le saumon, voilà. Et puis les grandes tablées à 15, 20. Donc c'est ça qu'on aime. Ouais. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous avoir autour de cette table. Je propose qu'on goûte. Oui, Joyeux bien Noël sûr. À tous. Ouais. Boas festas. Feliz Natal. Venez seulement. Comment on peut souhaiter peut-être bonne chance au Kosovo? Urime festat. Ulime? Urime. Urime? Urime, avec un R. Urime festat. Festa. Je ne vais pas essayer. Oui, moi non plus. Bon appétit. Je ne peux pas Allez, bon appétit, joyeux Noël, joyeuses fêtes et à bientôt. Ciao, ciao.